Salut, je te propose un exercice sur le thème de la sécurité routière qui fait intervenir la notion d'énergie cinétique et la notion de puissance. Donc la première question, petit a, calculer l'énergie cinétique d'une voiture roulant à 40 km/h et possédant une masse de 1200 kg. Donc c'est le genre de question très classique qui nécessite deux choses. La première, la connaissance du cours, et la deuxième, de faire attention aux unités. Voilà, et puis éventuellement une troisième, c'est d'être capable d'utiliser sa calculatrice correctement. On va profiter de cet exercice pour apprendre à rédiger correctement. Donc, première chose, on commence par dire ce qu'on va faire et on va dire aussi quels sont les éléments de cours ou bien les éléments de l'énoncé qu'on va utiliser. Donc, calculons l'énergie cinétique de la voiture. Alors, l'idéal, c'est de bien citer les sources. Donc ici, c'est la définition d'énergie cinétique qui nous permet de donner la formule. EC égale 1 demi de mv carré. Quand on te donne ce genre de formule, il faut bien vérifier qu'on utilise les notations de l'énoncé. Ici, il n'y a pas de notation particulière, donc on va pas chipoter, on va prendre m pour la masse et v pour la vitesse. On aura peut-être besoin de cette relation plus tard, je vais lui donner un numéro, je vais l'appeler la relation numéro 1. Bien, maintenant, l'étape suivante consiste à faire l'application numérique. Mais avant cela, il faut bien vérifier que les grandeurs que nous avons sont exprimées dans les unités du système international. Sinon, les résultats vont être faux. Alors, concernant la masse de la voiture, il n'y a pas de souci, puisque cette masse est exprimée en kilogrammes, 1200 kg, et c'est bien l'unité du système international. Par contre, pour la vitesse, nous avons une vitesse de 40 km par heure. Sauf que l'unité du système international, c'est le mètre par seconde, donc il va falloir faire une conversion. Alors pour faire cette conversion, je te renvoie à une autre vidéo que j'ai, postée, il y a pas longtemps et qui permet, de faire les conversions. Donc ici, je rappelle l'image que j'ai mis dans cette vidéo, l'image finale, avec le résultat qui est ici, qui est absolument à connaître par cœur si tu veux gagner du temps et sinon qui est à savoir retrouver. Comme tu peux le constater, la vitesse étant donnée en kilomètres par heure et que nous la voulons en mètres par seconde, c'est donc dans ce sens-là, c'est-à-dire en divisant par 3,6, qu'il faut opérer. On obtient finalement V égale 11,11111 indéfiniment mètres par seconde. Alors plutôt que de prendre une valeur approchée, le mieux c'est de garder le rapport 40 divisé par 3,6 et le rentrer dans le calcul de l'énergie cinétique. Comme ça, il n'y a pas, d'approximation qui est faite, au moment où on introduit la valeur de V dans le calcul. On peut donc passer à l'application numérique et on obtient EC égale 1 demi que multiplie 1200 kg, que multiplie 40 sur 3,6 mètres par seconde et tout ça, c'est au carré. Et là, il faut être particulièrement attentif parce que beaucoup d'élèves oublient d'élever, la vitesse au carré. Au final, on obtient pour l'énergie cinétique environ 74 que multiplie 10 exposant 3 joules, c'est-à-dire 74 kilojoules. Après cette première question calculatoire qui nécessitait de connaître une définition, nous avons une deuxième question petit b. En quel type d'énergie cette énergie cinétique est-elle convertie pendant le freinage? Donc là, c'est une question qualitative qui ne nécessite pas de connaissance de formule. Alors pour répondre à cette question, je t'ai, ajouté ici une photo d'une roue, avec un disque, et donc un système de freinage, ventilé. C'est-à-dire que, comme tu peux le voir, la jante est ouverte, ce qui permet d'aérer mieux et nous, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe dedans. Donc ici, on voit le disque et puis là, l'étrier de frein, dans lequel il y a des plaquettes de frein qui vont venir serrer le disque. Concrètement, quand la voiture, va freiner, donc c'est-à-dire quand le conducteur va appuyer sur la pédale de frein, eh bien dans l'étrier, les plaquettes vont venir serrer très fort le disque et donc provoquer des frottements très importants, ce qui va ralentir le véhicule. Et donc l'énergie cinétique de la voiture va se transformer progressivement en énergie thermique jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Une fois que la voiture sera arrêtée, eh bien, toute l'énergie cinétique qu'elle possédait aura été transformée en énergie thermique. Alors, en toute rigueur, l'essentiel de l'énergie thermique apparaît au niveau des freins, mais il ne faut pas oublier non plus que les pneus de la voiture
voiture, frotte sur la route et tu sais très bien que si tu freines très fort, eh ben, il peut arriver qu'une voiture dérape. Eh bien, c'est un exemple où on voit bien qu'il y a aussi de l'énergie thermique qui est dissipée, au niveau, des roues et du macadam, enfin de la chaussée qui elle-même va chauffer aussi. Finalement, pour répondre à la question B, on peut opter pour 2 manières, soit on fait une phrase, soit on utilise, un schéma où on représente les énergies, comme ceci et voilà. Passons maintenant au petit c, calculer la puissance de freinage si on considère le temps de réaction égal à 1 seconde. Donc pour bien comprendre de quoi il s'agit, ici, c'était un exercice dans le cadre de l'ASSR, pour bien comprendre la problématique quand on conduit. Donc on va imaginer la situation suivante. On a une voiture qui est placée ici, pour le moment, à gauche, et puis, tout d'un coup, le conducteur voit un obstacle sur la route. Donc évidemment, il faut qu'il freine et qu'il s'arrête. Sauf que, entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il commence à freiner, il s'écoule un certain temps, et ce temps, on l'appelle le temps de réaction. Alors pourquoi? Bah, parce que nous sommes des êtres biologiques, et donc le temps que l'information visuelle aille de l'œil jusqu'au cerveau, enfin, disons jusqu'au système nerveux de manière plus générale, puis que le système nerveux réagisse en envoyant une information au pied pour lui demander d'appuyer sur la pédale de frein, eh bien, il s'écoule, un certain temps. Alors si cette, opération est consciente, c'est-à-dire si on est en train de se dire: «Ah là, il faut que je freine» ou bien que je donne un coup de volant, ça passe vraiment par le cerveau et c'est très lent. Et si, c'est un réflexe, à ce moment-là, ça passe directement, par le reste du système nerveux, en particulier la moelle épinière et là, le temps de réaction est plus court et ça passe pas directement par le cerveau. Alors, des personnes exceptionnelles comme, les pilotes de Formule 1, quand ils sont sur un circuit, c'est-à-dire particulièrement attentifs, ils peuvent réduire ce temps de réaction, de l'ordre de 1-2 dixièmes de seconde. Mais si on prend un conducteur quelconque qui est sur une route, dans une situation normale, eh bien, on considère que le temps de réaction est de l'ordre de 1 seconde. Concrètement, ça veut dire que pendant 1 seconde, la voiture va continuer à se déplacer de là jusqu'ici, à la même vitesse avant que le conducteur ne commence à freiner. Puis, dans un deuxième temps seulement, le conducteur va freiner et donc la valeur de la vitesse, de la voiture va diminuer, pour descendre jusqu'à 0 km/h et donc ça sera la deuxième étape de là à là. Alors dans l'énoncé, on nous donne une étape importante qui est celle-ci. Il faut 2,4 secondes pour arrêter son véhicule. Donc ça tient compte des 1 seconde pendant lesquelles, on réagit mais on n'a encore rien fait et puis après il faut 1,4 secondes pour s'arrêter vraiment. Donc pendant la première seconde, le véhicule, roule à 40 km/h, puis quand vous commencez à freiner au bout d'1 seconde, il met 1,4 secondes pour passer de 40 km/h à 0 km/h. On voit donc que l'efficacité du freinage, va correspond au temps qu'il faut, à la durée qu'il faut pour arrêter la voiture entre le moment où elle commence à freiner et le moment où elle s'arrête réellement, c'est-à-dire en 1,4 secondes. Donc on va utiliser la définition de la puissance qui fait intervenir l'énergie et la durée. Pour la rédaction, je te propose, d'après le cours, on a E égale P T. Bien maintenant, il faut connaître l'énergie. Nous connaissons la durée T et on pourra trouver la puissance P. Je te rappelle au passage que pour savoir si tu peux résoudre une équation, il faut que tu vérifies que tu as une seule inconnue. Donc ici, l'énergie, de manière générale, ça va être l'énergie cinétique, comme ceci. Elle est connue parce que nous l'avons calculée à la première question. P est évidemment inconnu puisque c'est ce que nous cherchons. Et T est connu, sauf que, attention au piège, nous avons vu ici qu'il y a 2,4 secondes, mais en fait, on ne freine pas pendant 2,4 secondes, mais uniquement pendant 1,4 secondes, puisque la première seconde pendant laquelle, le conducteur réagit, il ne freine pas. On voit donc qu'on peut résoudre le problème et exprimer P en fonction de EC et de T. Ça donne ceci. J'écris une seule ligne à la fois pour ne pas faire d'erreur. PT égale EC, donc j'ai juste échangé les deux côtés. Et maintenant, je divise à gauche et à droite par T, donc P égale EC sur T.
C'est le résultat recherché puisque j'ai exprimé P que je cherche en fonction de EC qui est connu, c'est la réponse, à la première question, et T qu'on trouve facilement en ayant utilisé correctement, la notion, de temps de réaction. Alors de manière assez intuitive, je peux dire que T égale 1,4 secondes. Si je veux l'écrire, correctement, il faut que j'écrive que T arrêt, la durée nécessaire pour arrêter le véhicule, donc qui est ici, eh bien, elle est égale à la somme du temps de réaction plus la durée d'arrêt réel, qui est le t que je cherche, celui-ci. Donc t égale t arrêt moins t de réaction. Donc finalement, t est égal à 2,4 secondes moins 1 seconde. Et donc le t qui viendra dans l'expression P égale EC sur T, il vaut 1,4 secondes. Je résume. E égale EC sur T, et puis EC, l'énergie cinétique, vaut 74 kJ, donc 74 fois 10 exposant 3 joules, et T, le temps réel de freinage, il vaut 1,4 secondes, donc les 2,4 secondes de départ, moins la seconde de temps de réaction, il reste 1,4 secondes. Il ne reste plus qu'à calculer la puissance. On obtient finalement P égale à peu près 52,9 fois 10 exposant 3 watts, et donc la puissance vaut environ 53 kW. C'est ce qu'on appelle la puissance de freinage. Donc, tu te rends compte de la chose suivante, c'est que le freinage, enfin l'arrêt se fait en deux périodes. La première période où la voiture continue à rouler à vitesse normale pendant le temps de réaction, et la deuxième où la voiture ralentit. Donc, pour pouvoir diminuer la première partie, la distance sur la première partie, il faudrait une personne qui a un temps de réaction plus court, c'est-à-dire un pilote expérimenté particulièrement attentif. Cette partie peut être plus ou moins courte ou plus ou moins longue. Si la personne est fatiguée, si elle a consommé de l'alcool ou des stupéfiants, si elle roule depuis longtemps, donc ce qui revient à dire qu'elle est fatiguée, si elle est inexpérimentée, si elle a des problèmes de vue, ben, cette période, cette durée, ce temps de réaction risque d'augmenter fortement, et donc la distance parcourue pendant ce temps également. Et puis, il y a la deuxième partie, donc, qui correspond à cette partie-là. Là, la distance de freinage va dépendre de la puissance de freinage de la voiture. Si la voiture a une puissance de freinage plus importante, eh ben, ça veut dire qu'elle est capable de dissiper l'énergie cinétique plus rapidement, et donc on va pouvoir raccourcir. Donc ça, si tu as une voiture avec un freinage extrêmement puissant, tu peux raccourcir cette partie, mais ça ne change rien à la première partie. Donc dans la pratique, beaucoup de gens roulent avec des grosses voitures où ils sont très confiants dans la qualité de leur voiture et aussi dans leur qualité de pilotage, et ils se mettent trop près des voitures qui sont devant en pensant qu'ils ont le temps de freiner. Mais ils se trompent parce que le temps de réaction, lui, n'est pas raccourcissable à l'infini, et donc s'il y a un gros freinage devant, ben, très souvent, ils n'ont même pas le temps de comprendre qu'il fallait freiner, que l'accident est déjà là. Donc il est indispensable de respecter les distances de sécurité pour avoir le temps de réagir, puis pour avoir le temps de freiner. Il a noté aussi que même avec une voiture qui a une puissance de freinage importante, les conditions extérieures modifient la distance de freinage. Si la route est mouillée, par exemple, eh bien, le freinage sera moins efficace puisque les frottements seront moins importants, que ce soit sur les disques qui seront mouillés ou que ce soit sur le macadam au niveau des pneus. Donc les conditions de route, une route abîmée, cabossée, une route mouillée, où évidemment c'est de la neige ou du verglas, ça va encore augmenter la distance de freinage, et donc il faut prendre suffisamment de marge pour éviter l'accident. Voilà, à bientôt.